Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara et ravi d'être avec vous. L'école Koufran Tawa 5 a servi de cadre hier au forum de mobilisation des ressources pour la mise en place du programme Zéro Classe Payotte dans la ville de Tawa. C'était sous le haut patronage du haut représentant du président de la République. Le reportage est signé Abdraman Malam Koba et Mamassani Ousmane depuis Tawa. Au patronage du haut représentant du président de la République, vice-président de la fondation Issifou Mahamadou, M. Foumoko Egadou, le forum a pour objectif de contribuer à créer un meilleur cadre d'enseignement-apprentissage dans les écoles primaires et préscolaires de la ville de Tawa, avec comme objectif spécifique informer et sensibiliser les partenaires sur les conséquences néfastes des classes en paillotte dans les écoles primaires et préscolaires. Le président du conseil de ville de Tawa, M. Abdraoufou Dodo, qui est à l'initiative de ce forum, est celui qui de ce croix a eu l'ingénieuse et salutaire idée de sauver les élèves des conditions d'études macabres qui offrent les classes en paillotte. La ville de Tawa fait recours à des classes paillotes pour résorber l'insuffisance notoire des classes en matériaux définitifs dans les écoles primaires et préscolaires afin de pouvoir accueillir le maximum d'enfants en âge d'aller à l'école, malgré les risques liés à l'utilisation de ce genre de classes. En effet, les classes en paillotte dans les écoles primaires et préscolaires, comme infrastructure dans le cadre de l'enseignement, constituent un mal qui fait beaucoup de victimes dans les rangs des élèves et des enseignants à cause de la précarité des matériaux utilisés pour leur construction, paille et tiges de mie. Actuellement, dans les écoles primaires et préscolaires de la ville de Tawa, on dénombre 657 classes en paillotte, ce qui expose dangereusement la vie des élèves et enseignants au risque d'incendie et autres catastrophes. Après le discours du président du conseil de ville, c'est au tour du gouverneur de la région d'Ottawa d'adresser son mot de bienvenue aux différentes délégations qui sont venues assister au forum de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme Zéro Classe en paillotte. La région d'Ottawa compte 9438 classes en matériaux précaires sur les 17 191 que compte la région, tout cités confondus. Il apparaît que plus de la moitié du nombre de classes de notre région est en matériaux précaires. Dans ce registre, les classes en paillotte sont de loin les plus nombreuses. Or, comme vous le savez, les classes en paillotte, au-delà de l'absence de commodité qui les caractérise, constituent un espace d'insécurité de toutes sortes, notamment des abris pour des animaux dangereux comme les serpents, des risques d'incendie, etc. Les drames des écoles Pays-Bas à Niamey et du jardin d'enfants à AFN de Maradi sont illustratifs des dangers que présentent les classes en paillotte. C'est dans ce contexte que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed,
a donné des instructions pour dégager les élèves du préscolaire des classes en paillotte. Enfin, M. Fumako Egado est venu honorer de sa présence ce forum de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme Zéro classe en paillotte. Cette initiative vise à mobiliser tous les partenaires, programmes, projets, ONG, associations de développement, privés, secteur privé, diaspora et parents d'élèves autour des questions liées aux conditions d'études de nos enfants permettra, j'en suis sûr, à éradiquer toutes les classes paillotes dans les écoles primaires et préscolaires de la ville d'ici la fin de l'année 2023, cadre parfaitement avec les objectifs de notre fondation, qui, dans son agenda, a inscrit comme l'une de ses priorités le développement du capital humain à travers l'éducation, avec une note particulière pour la scolarisation de la jeune fille. Enfin, la délégation du haut représentant du président de la République a visité un bloc de 3 classes financées sur fonds propres par la communauté urbaine d'Ottawa, ce qui marque la fin du forum. Dans cette édition, une de nos équipes s'est intéressée à la responsabilité des parents pour la réussite scolaire que je vous propose de suivre Maître Marie dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine en fin de ce journal. La responsabilité parentale en temps de préparatifs de la rentrée est très importante. Pourquoi? Parce que vous savez, les enfants, s'ils ne sont pas inscrits à l'école, on pense à les inscrire à l'école. Et quand on dit à l'école, c'est très large. Il y a l'école occidentale, il y a aussi même les Makaranta. C'est aussi une autre forme d'école, voyez. Donc, je crois que si l'enfant n'a jamais été à l'école, on prépare en tout cas son inscription à l'école. Si l'école est idéale, si l'enfant est déjà à l'école, on pense en tout cas à sa rentrée future. Si l'enfant doit aussi même redoubler, on doit penser en tout cas à son insertion. Si l'enfant devait être en tout cas exclu aussi, on devait penser en tout cas à lui faire quelque chose pour qu'il ne perde pas toute la vie scolaire. En dehors de cela, il y a les préparatifs en tout cas d'habillement. Parce que nous avons souhaité, nous parents d'enfants, nous avons souhaité que, par exemple, au Niger, comme dans d'autres pays de la sous-région, et pour la protection de nos enfants et de nous-mêmes, nous aurions souhaité que des uniformes soient en tout cas introduits dans les... Autre aspect de l'actualité, l'overdose a un effet toxique qui aujourd'hui met la vie de bon nombre de personnes en danger. Pour cela, à l'occasion de la journée de lutte contre les overdoses tenue le 31 août dernier, nous revenons sur ses conséquences. Suivez plutôt ce reportage. Pas très longtemps, une sensibilisation sur la consommation du chicha et autres produits ont été effectuées à Niamey. Mais malgré cette sensibilisation, le phénomène continue chez les jeunes. Surtout ces derniers temps, l'on constate l'overdose des produits comme la chicha, la drogue, les comprimés pour ne citer que cela. Une situation qui demeure très dangereuse de par ses causes. Cette overdose doit être bannie par la jeunesse. Un surdosage qui ne reste pas sans conséquence sur la santé des jeunes. Que lorsqu'on utilise un médicament sur le plan de la santé, il y a des effets positifs et des inconvénients, des effets secondaires. Et on pèse toujours le pour et le contre. Il faut que les avantages l'emportent sur les inconvénients. On parle d'overdose. C'est un terme anglais qui ne veut rien dire d'autre que le fait qu'on soit au-delà de la dose normale. Quand quelqu'un consomme une dose excessive pour ce que son organisme peut comporter. Plus le sujet consomme, par exemple, quelqu'un qui prend du cannabis, il fume le cannabis, maintenant, immédiatement, il va avoir une ivresse aiguë, une ivresse importante avec sensation de sérénité, d'abaissement. Il parle de planer, c'est cela. Et puis, quelqu'un qui prend de l'héroïne également, le danger de l'overdose, c'est d'attaquer le psychique, d'attaquer le fonctionnement du système nerveux et de faire en sorte que le sujet sombre dans la confusion, voire le coma. En plus de ce qu'en dehors du cannabis, la plupart vont induire des effets cardiovasculaires.
un infarctus du myocarde, une hypertension qui va être très élevée, qui peut induire également un AVC, etc. La jeunesse doit prendre conscience de ces phénomènes qui polluent la vie. Les autorités compétentes doivent aussi redoubler d'efforts pour multiplier leurs actions à empêcher la consommation de produits néfastes allant au surdosage. Aussi, ces derniers temps, on constate une dominance des étrangers sur les chantiers en construction dans la capitale nigérienne. Qu'est-ce qui explique cette dominance des côtiers? Suivez plutôt le reportage. Au Niger, le constat de l'étrange influence du choix des manœuvres côtiers dans les chantiers en construction n'est pas un fait de hasard, nous explique un superviseur de nationalité nigérienne. À chaque fois quand on passe dans les constructions, c'est toujours des côtiers. Du coup, j'ai posé les questions et la plupart des chefs d'œuvre m'expliquent que la première des raisons, c'est la ponctualité. Déjà, quand il s'agit de venir travailler, ces ouvriers côtiers justement sont toujours à l'heure. Ils arrivent même avant, ils sont prêts au moment où il faut commencer. Tandis que les nôtres, c'est quand on demande de venir à 9h, c'est à 9h qu'on vient, c'est en ce moment qu'on commence à se changer, qu'on va chercher à manger ou qu'on commence à flâner en fait. Donc c'est vraiment tout ça qui explique la ponctualité en premier lieu. Ensuite, il y a le sérieux. Un manque de sérieux cruel quand il s'agit de la finition par exemple, ou même de l'utilisation des matériaux. Nous savons très bien qu'en construction, il y a des proportions bien exactes qu'il faut respecter pour faire une brique par exemple. Un taux de ciment contre un taux de sable. Mais malheureusement, nos ouvriers vont essayer de tricher un peu là-dessus, vont essayer de vous faire économiser, ou plutôt eux, économiser du ciment pour aller revendre, ou bien quand il faut utiliser du fer, ils ne vont pas mettre la quantité qu'il faut. Pendant ce temps, eux, les côtiers, c'est tout le contraire. Ils ont toujours un chef d'œuvre, on va dire, qui leur montre à peu près comment faire et ils le respectent toujours. Et c'est un peu ça. On va dire les deux points là font la différence nette. Parce qu'à la fin, comme cette maison qui est juste derrière nous, on voit la différence, la qualité du travail qui en ressort. Ce qui n'est pas le cas avec nos ouvriers. J'ai eu à travailler sur 2-3 projets dans ce quartier-là. Et quand il s'agit d'escalier, on le sent à chaque marche. Il s'agit juste de faire 2-3 marches. On sent si c'est vraiment bien fait ou pas. Parce que vous sentez ça dans les pieds. Quand il s'agit d'ouvriers côtiers, la différence, elle est imperceptible. Ils le font vraiment très très bien. Et à la fin, tu es content du résultat. Quand il s'agit de nos chers concitoyens, quand tu leur expliques pourquoi ce n'est pas fait, ils vous disent toujours « Asté Aïkoul, c'est pas grave, tu vas monter seulement et puis tu vas aller, tu dors pas là-bas ou un truc. » Ils vont toujours t'expliquer leur, on va dire, mauvais travail. Donc c'est un peu ça. La qualité, elle est très différente quand il s'agit des côtiers ou bien des Nigériens. Ça fait toujours un peu mal, on va dire, de mettre d'autres nationalités en avant par rapport à la nôtre. Pourquoi pas? Et quand on voit la différence à la fin, on comprend tout de suite. Je me demande, est-ce que c'est dès la base ou est-ce que c'est après, quand il s'agit de mettre du sérieux dans ce que tu fais, que nous, on ne suit pas? Parce que eux, ils professionnalisent absolument tout. Même si on va un peu dans un autre cadre, les vulcanisateurs aujourd'hui, on voit la différence. Quand il s'agit de travailler, démonter quelque chose rapidement, eux, ils sont toujours là. Pendant ce temps, nous, les nôtres, ils prennent tout leur temps et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que le professionnalisme dans toute chose, ça fait la différence. Et effectivement, les nôtres ne sont pas du tout qualifiés. Contrairement à certaines manœuvres nigériennes qui se lancent sans expérience ni diplôme, les côtiers, en dehors de leur expérience du savoir-faire, dont le constat est de visu. Les côtiers respectent leur engagement. C'est le cas de Benjamin, un Béninois trouvé sur un chantier dans un quartier de la capitale nigérienne. Souvent, vous pouvez voir que les Béninois travaillent bien, mais ça dépend comment les Béninois suivent les formations au Bénin là-bas. Donc, je ne suis pas sûr que les Nigériens restent dans la formation jusqu'à 7 ans, 8 ans. Peut-être, c'est pourquoi c'est différent. Parce que chez nous, au Bénin, tu peux apprendre ton travail jusqu'à 8 ans, 10 ans. Comme ça, là, tu peux suivre la formation bien. Là, tu peux faire un bon travail. Donc, c'est pourquoi c'est différent. Chacun a son travail. Ce n'est pas qu'une seule personne va présenter pour vous dire que c'est lui qui est tout, non. Parce que, par exemple, sur le chantier, on voit, c'est le maçon qui est le moteur.
Après le maçon, on va le ferrailleur, le menuisier, le plombier, électricien. Et après, c'est le carrelage, staffeur avec peintre. Chacun a son travail. Si quelqu'un est présenté pour dire que c'est lui qui est tout, non. Je ne suis pas sûr que tout le travail, il sait faire tout le travail, non. Donc chacun a son travail sur le chantier. Par exemple, moi, je suis le maçon sur le chantier. Pour inverser la tendance actuelle de la dominance des étrangers sur les chantiers, l'État nigérien et les autres secteurs œuvrant dans le domaine doivent avoir un nouveau regard en permettant aux manœuvres nigériennes de se professionnaliser dans le domaine de la construction, surtout en cette ère où les activités techniques et professionnelles répondent plus aux réalités de nos pays. En 2018, 8 girafes ont été introduites dans la réserve de biosphère de Gadabéji, région de Maradi. La naissance d'un girafon au mois de mars dernier a apporté ces girafes à neuf. La réserve tente aussi de réintroduire des autruches à cou rouge, selon le colonel Fatima Mohamed Sanoussi, responsable de la réserve. Il est au micro du studio Kalango. Contrairement à Kouré, ici il n'y a pas cette pression démographique. Il n'y a pas ce conflit entre les girafes et les agriculteurs par exemple, parce que c'est une zone pastorale ici, et donc ce problème est réglé. Et nous sommes à côté d'ailleurs de la femelle qui a mis bas en mars 2022. De 8 girafes, maintenant on est passé à 9 avec le girafon. Et vous pouvez constater que tous les individus se portent à merveille. Ils sont dans un milieu bien garni, par un couvert végétal très diversifié. Parce que nous avons l'habitude de voir la girafe, n'est-ce pas, en pâturage avec les dromadaires, dans la même vallée. Après la girafe, cette année nous avons réintroduit les autruches à cou rouge. Comme vous les voyez, effectivement les individus qui sont transférés se portent très bien. Ils ont été transférés ici en novembre, donc moins d'un an. C'était des poussins qu'on a amenés. Voilà où on est aujourd'hui. Au moment, il n'y a pas de problème particulier. Et vous voyez-vous comment on a fait la structure même de l'enclos. De sorte que pour éviter l'intrusion de certains animaux prédateurs, par exemple le chacal, parce qu'on en a, il y a aussi le singe qui peut s'aventurer, mais la façon dont on a structuré l'enclos, donc ça protège bien l'espèce. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'analyse faite par Maître Marie sur la responsabilité des parents pour la réussite scolaire. Très bonne réception et à bientôt. La responsabilité parentale en temps de préparatifs de la rentrée est très importante. Pourquoi? Parce que vous savez, les enfants, s'ils ne sont pas inscrits à l'école, on pense à les inscrire à l'école. Et quand on dit à l'école, c'est très large. Il y a l'école occidentale, il y a aussi même les Makaranta. C'est aussi une autre forme d'école, voyez. Donc, je crois que si l'enfant n'a jamais été à l'école, on prépare en tout cas son inscription à l'école. Si l'enfant est déjà à l'école, on pense en tout cas à sa rentrée future. Si l'enfant doit aussi même redoubler, on doit penser en tout cas à son insertion. Si l'enfant devait être en tout cas exclu aussi, on devait penser en tout cas à lui faire quelque chose pour qu'il ne perde pas toute la vie scolaire. En dehors de cela, il y a les préparatifs en tout cas d'habillement. Parce que nous avons souhaité, nous parents d'enfants, nous avons souhaité que, par exemple, au Niger, comme dans d'autres pays de la sous-région,
Et pour la protection de nos enfants et de nous-mêmes, nous aurions souhaité que des uniformes soient en tout cas introduits dans les établissements. Ça veut dire quoi? Un enfant qui est au lycée a une tenue. Tout le monde sait que celui-là est au lycée, celle-là est au lycée. Un enfant au collège doit avoir une tenue. Dès qu'on voit la tenue, on sait que le gars est au collège. Un enfant de l'école primaire doit avoir, une tenue de façon que quand on voit déjà la tenue, on doit identifier le niveau de l'enfant. Et pourquoi je dis que c'est une bonne chose pour nous les parents? Un, d'abord, avec 2 complets, l'enfant peut faire toute l'année. 1. 2. Quand nous savons que tel-là est élève, on a peur parfois de l'aborder. Une fille qui est au lycée, qui a une tenue de lycée, ce n'est pas tout le monde qui accepte l'embarquer dans sa voiture pour des responsabilités, en tout cas civiles. Collège, c'est pareil. Donc, nous les parents, ça nous coûte d'abord moins cher et ça rend les élèves au même niveau. Si c'est un enfant de ministre qui est dans une école publique, il doit porter la même tenue que l'enfant du paysan qui est dans la même école. Et ainsi de donc, nous aurions souhaité que la tenue soit en tout cas uniformisée au niveau des choses. Maintenant, les fournitures. Les fournitures, vous avez vu, Covid aidant, facture certifiée aujourd'hui, et puis de l'autre côté, coût du gasoil. Les 3 paramètres importants ont fait aujourd'hui que tous les prix sont rehaussés dans la vie. Tous les prix, même la vendeuse du beignet a augmenté le prix ou a réduit la quantité du beignet qu'elle a l'habitude de vendre à 25 francs. Le lait a augmenté et tout ça là, prenons seulement le macaroni. Le paquet de 20 sachets de macaroni coûtait il n'y a pas longtemps 5 600, 6 000 francs. Aujourd'hui, c'est parti à 8 500 jusqu'à... Et tout ça là, c'est Covid, tout ça là, c'est facture certifiée, tout ça c'est gasoil. Et alors que quand on regarde clair, tout ce que nous sommes en train d'acheter à prix, en tout cas exagéré, c'est déjà déposé dans les magasins. Que ce soit le gasoil était dans leur cuve. Le gasoil était dans les citernes des oreilles de la Sonidep. Mais dès qu'on a augmenté le prix, on dit arrêtez tout, maintenant allez-y avec le nouveau prix. Donc moi je crois que nous les parents, nous sommes tellement bousculés. Et de l'autre côté, quand j'ai parlé en tout cas du rehaussement du niveau des enfants, j'ai parlé de la tenue des enfants, j'ai parlé en tout cas de la responsabilité en partie des choses. Maintenant, nous allons tomber à la responsabilité des enseignants. Les enseignants qui encadrent nos enfants doivent être eux aussi, parents des enfants qu'ils encadrent. Parce que je suis fier d'affirmer que parfois on dit l'élève doit être à l'image de son maître. Que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège secondaire 1, que ce soit au secondaire 2, que ce soit même à l'université ou dans des centres de formation professionnelle, les enfants doivent être encadrés par des professeurs connaisseurs et par des professeurs qui ne sont pas méchants. Pourquoi je parle de la méchanceté? D'abord, je n'ai pas compris et je n'arrive pas à comprendre qu'au Niger, au 3e millénaire, au Niger, pourquoi l'introduction de la Alcia dans les examens? Étant Mariman Ndodafo, cadre supérieur à la retraite, quand je vois la Alcia derrière moi, j'ai des problèmes parce que rien que pour un simple témoignage, j'ai passé 4 heures avec eux. Je pense que affronter la Alcia, ce n'est pas bon. À plus forte raison, un élève du village qui n'a jamais vu une autorité à côté de lui. De l'autre côté, messieurs, je suis un enseignant, même à la retraite, et un vieux enseignant. Nous ne disons pas les choses pour rien. Un correcteur doit être considéré comme un parent d'enfant. Je vais aujourd'hui, vous avez vu, les résultats scolaires au niveau national s'élèvent au niveau du brevet à 27,18%. Les résultats
de bac, c'est mieux que le brevet, mais inférieur à 29%. Combien sont sur les carreaux? Alors que nous avons une institution qu'on appelle l'UNESCO qui charge de l'éducation, qui a fixé la barre de la réussite des examens à peut-être 84-85% pour chaque pays. À moins de 30%, où allons-nous rentrer? Mais quand je vous dis cela, j'ai fait un sondage, ça fait la 2e année, je dis mais ces résultats catastrophiques sont dus à quoi? Parce que nous les parents, ça nous concerne. Je vous dis, quand un correcteur doit se considérer comme un parent d'enfant, quand on donne une épreuve de rédaction d'histoire, géographie, ou bien, je ne sais pas, SVT, ou bien de physique-chimie, un enfant qui dérange son sommeil le matin pour aller aux épreuves d'examen, un parent qui réveille ses enfants, qui donne de l'argent de transport à ces choses, l'enfant, on lui donne un devoir duré 4 heures, coefficient 6, et le correcteur prend avec 4 pages plus intercalaire, ça fait 5 pages, intercalaire ou 6 pages, et il donne 1 sur 20. 1 sur 20, coefficient 6, madame, c'est 6 sur 120. Celui-là, il a déjà tué l'élève. Nous, parents, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, parents, qu'est-ce qu'on va là? Quelqu'un à qui on a donné 1 sur 20. Et connaissance pour connaissance, recherche pour recherche. Je suis parti voir les examens, les enfants qui ont échoué ont eu quelle note? Les enfants qui doivent passer le 2e groupe ont eu quelle note? Les enfants qui sont admis directement ont eu quelle note? Eh bien, j'ai assisté à beaucoup de notes. 1,5 sur 20, 1 sur 20, 2 sur 20, mais quand même certains sont arrivés à avoir... Pour moi, on doit être social. Être social, c'est quoi? Quelqu'un ne doit pas remplir feuille de composition, feuille d'examen, 6 pages ou 5 pages et lui donner 1 sur 20, c'est inhumain. Nous, les parents, nous voulons que vraiment les enseignants mettent du sucre à leur boule pour qu'elle soit en tout cas buvable. C'est ça notre... Parce que la réussite des élèves, c'est nous la réussite de nos parents, des parents que nous sommes, et c'est la réussite des professeurs, des correcteurs eux-mêmes et des professeurs qui les encadrent, parce que nous avons assisté à des gens qui sont très bons dans la classe. Et on fait des examens, ils ne sont même pas autorisés à passer au 2e groupe. Les enfants se plaignent, ils pleurent, les parents vont faire les réclamations et quand on voit, les correcteurs lui ont donné 1,5 sur 20. Quand on corrige après avoir porté réserve, on se retrouve avec 18 sur 20. Une même copie où quelqu'un a donné 1,5. Tu te plains, on fait une correction normale réfléchie, le gars se retrouve avec 18. Où est la vérité dans cette affaire? De l'autre côté, notre pays est un pays en voie de développement. Nous voulons que notre pays soit à l'image des autres pays qui veulent avancer. De grâce, l'école est un facteur de développement d'un pays. Si tu penses que l'éducation coûte cher, il faut essayer l'ignorance. Quel sera le prix de l'ignorance? Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.
une nouvelle façon de voyager.